5, 4, allumage des moteurs. Le 4 août 2007. Décollage de la fusée Delta II et de la sonde Phoenix. Une fusée quitte la Terre avec à son bord une sonde spatiale en mission suicide vers Mars. Le passager? Un robot géologue baptisé Phoenix en route vers l'Arctique martien. Sa mission? Dévoiler les mystères de la vie sur Mars. Nous allons suivre pas à pas l'histoire de ce périlleux voyage depuis la salle de contrôle, mais aussi depuis la planète rouge. « 3 janvier 1999, midi 30. La sonde Mars Polar Lander est sur le point de se poser dans quelques minutes. C'est insoutenable. Déploiement des jambes d'atterrissage et mise en route du radar. L'un des chefs d'équipe, Peter Smith, regarde la retransmission en direct de la salle de contrôle. La descente propulsée ne dure que 40 secondes environ. On y est. Cette mission pourrait révéler les mystères de la vie sur Mars. Des carrières sont en jeu. Bien reçu. À l'heure qu'il est, le lander devrait s'être posé sur la surface. Allez, on veut le voir. Mais quelque chose cloche. On ne reçoit aucun signal. Tous comprennent peu à peu la dure réalité. Tout le monde est attendu pour une réunion. Le lander s'est écrasé sur la surface martienne. C'est une catastrophe. On fait quoi maintenant? Séparation en cours. 9 années se sont écoulées depuis la catastrophe du Mars Polar Lander. Peter Smith doit à nouveau affronter cet instant terrifiant. Cette fois-ci avec la sonde Phoenix. Nous avons raté notre coup avec le Polar Lander. Mais nous avons une seconde chance. Le Phoenix renaît de ses cendres. Peter Smith s'est lancé dans cette croisade, certain que la sonde Phoenix réussira là où le Polar Lander a échoué. Il joue toute sa carrière sur l'espoir que Phoenix pourra trouver des signes de vie sur Mars. En tant que responsable de la mission, il a rappelé certains membres de l'équipe du Polar Lander pour que tous tentent une dernière fois leur chance. On essaye de ramener la chance de notre côté et de retrouver le frisson de l'aventure que suscite une telle avancée scientifique. Un atterrissage sur Mars. D'après certains scientifiques, il y aurait peut-être eu de la vie sur Mars par le passé et il pourrait en rester des traces. S'ils ont raison, Phoenix pourrait mettre à jour les toutes premières preuves de vie sur une autre planète. Mais cette quête doit toujours commencer par la recherche d'un élément fondamental. Chercher l'eau est la devise de la NASA depuis des années. Là où il y a de l'eau, il y a une chance que la vie existe. C'est dans cette idée que le programme spatial a envoyé une véritable flotte sur Mars à la recherche de l'élément liquide. Certaines de ces missions ont trouvé des indices prometteurs. La vie a certainement pu exister sur Mars dans un lointain passé, car nous savons qu'il y avait de l'eau. On peut voir les vestiges d'anciens lacs et de vallées fluviales, autant d'éléments qui prouvent qu'il y avait bien de l'eau. Mais il y a plusieurs milliards d'années, un mystérieux cataclysme a détruit l'atmosphère de la planète rouge, entraînant la disparition de l'eau. Les scientifiques continuent de s'interroger sur ce mystérieux événement. En 2002, la sonde Mars Odyssey Orbiter a fait une découverte accidentelle qui a bouleversé la recherche de la vie sur Mars. Le spectromètre de la sonde a découvert de vastes quantités d'hydrogène sous la surface, coloré en bleu à l'image. Les scientifiques pensent que cet hydrogène est lié à de l'oxygène, H2O, c'est-à-dire de l'eau, probablement sous la forme de glace souterraine.
Cette carte a été créée par un instrument de l'Odyssée Orbiter. Sur le premier mètre de surface, dans certaines zones, on trouve de l'eau en abondance dissimulée par une couche de terre. C'est tout à fait inattendu. Si la sonde Phoenix parvient à atterrir, elle pourra fournir des preuves concrètes de la présence d'eau sur la planète. Serait-ce l'eau tant recherchée par la NASA? Cette glace a-t-elle un jour abrité la vie? C'est la quantité de glace qui rend cette découverte si inhabituelle. Voilà pourquoi nous voulions immédiatement enquêter. Notre mission a vu le jour au moment de la découverte de cette glace. Et aujourd'hui, 6 ans et demi après, nous continuons de travailler dessus. Les enjeux de cette quête de la vie sur Mars sont très élevés et Phoenix doit relever un défi quasi insurmontable. Plus de la moitié des atterrissages sur la planète rouge se sont soldés par une catastrophe. Faire atterrir une sonde spatiale sur Mars est toujours très risqué. On ne sait jamais quel danger la planète nous réserve. Au cours des 10 dernières années, il y a eu autant d'échecs que de réussites. 1998 n'était pas une bonne année pour le programme martien. Le Mars Polar Lander a été un douloureux échec, de même que le Mars Climate Orbiter. Durant la course du Mars Climate Orbiter vers la planète rouge, les ingénieurs ont par erreur transféré à la sonde des données en unités de mesure anglo-saxonnes au lieu du système métrique. Cette confusion a détourné la sonde de sa trajectoire prévue. Une fois sur Mars, il y avait 25 km de différence par rapport au point d'arrivée prévu. Envoyée au mauvais endroit, la sonde a été incinérée en entrant dans l'atmosphère martienne. Les échecs du Climate Orbiter et du Polar Lander ont retardé notre mission, mais ça fait partie du jeu. Lorsqu'on effectue des missions aussi difficiles, exigeantes et risquées, les échecs sont inévitables. La NASA a annulé la mission suivante du lander. Ils ont pensé que les risques d'erreur étaient trop élevés et qu'il était plus judicieux d'annuler. 2 échecs à la suite auraient été catastrophiques pour la NASA. Ils ont préféré ne pas prendre ce risque. La sonde est alors mise au placard, avant de renaître quelques années plus tard sous le nom de Phoenix. Phoenix est un robot géologue conçu pour détecter la présence d'eau sur Mars. C'est une mission révolutionnaire. La sonde va creuser sous la surface de la planète et analyser la glace et la terre à la recherche de preuves de vie. En cas de réussite, Phoenix pourrait bouleverser notre conception de la vie. C'est une mission capitale. Les enjeux personnels et professionnels sont monumentaux. Ce nouveau vol vers Mars est une véritable avancée pour la science et offre également à l'équipe l'occasion de réparer ses erreurs passées. Après l'échec de la première mission, il est vital que la seconde réussisse. Ça représente un investissement et une quantité de travail si gigantesque que personne n'a envie de vivre ça une 3e fois. D'ailleurs, personne n'en aurait la force. Un beau succès justifierait toutes les années de travail qui ont amené au Polar Lander. Le Mars Polar Lander n'est pas la seule épave jonchant la surface martienne. Plus de la moitié des atterrissages sur Mars se sont soldés par un échec. Atterrir sur Mars est extrêmement périlleux. La récompense doit vraiment contrebalancer ce risque. Phoenix représente un gigantesque pas en avant dans la recherche de la vie. Mars est un désert glacé hostile. La planète est balayée par de violentes tempêtes de poussière. La température peut chuter jusqu'à moins 140 degrés. Il semble peu probable de pouvoir y trouver de l'eau, et encore moins de la vie. Les éléments de base de la vie peuvent-ils exister dans un environnement aussi impitoyable? C'est ce que Phoenix va tenter de découvrir. Mars est un environnement extrême. La question est de savoir si cet environnement extrême est habité. Une forme de vie a-t-elle pu s'y adapter? Pour approfondir la recherche de la vie sur d'autres planètes, les scientifiques étudient comment les formes de vie s'adaptent dans les régions les plus hostiles de la Terre.
Dans la toundra gelée ou les déserts les plus arides, de petits organismes résistants subsistent. On les appelle des extrémophiles. L'exobiologiste Chris McKay est un expert dans ce domaine. Il a découvert des extrémophiles dans les endroits les plus rigoureux de notre planète, vivant dans des conditions extrêmes très proches de celles qu'offre Mars. Chris McKay participe à la mission Phoenix. En s'enfonçant dans les collines, on découvre des scènes comme celle-ci, des rochers rouges à l'allure très martienne. C'est ici que vit mon exemple préféré d'extrémophiles du désert, des organismes qui vivent sous ces pierres. Ce sont des cyanobactéries. Elles sont vertes car elles pratiquent la photosynthèse. Elles ont donc besoin de lumière et d'eau. Ces cailloux leur offrent un abri et un peu d'humidité. Il faut aussi qu'ils laissent passer la lumière. Environ 1% de la lumière les atteint et ça leur suffit pour se développer. Voilà donc un exemple de stratégie parmi d'autres permettant à des organismes de survivre dans un lieu apparemment sans vie. C'est ce que nous devrons chercher sur Mars. Des extrémophiles ont peut-être réussi à vivre dans ce lieu incroyablement hostile il y a 5 millions d'années, quand la planète était un peu plus chaude qu'aujourd'hui. La vie peut exister, même dans un désert comme celui-ci, à condition de réunir 3 éléments essentiels. De l'énergie, de l'eau et ce qu'on appelle de la matière organique, c'est-à-dire des molécules à base de carbone qui composent toute matière biologique. Avant d'exister, la vie était composée de matières organiques qui ont dû former les bonnes chaînes chimiques et les bonnes molécules pour créer des êtres vivants. Mars reçoit l'énergie du Soleil. Si Phoenix trouve de l'eau gelée et découvre des matières organiques, cela voudra dire que tous les éléments de la vie sont réunis. Et si c'est le cas, la vie est-elle présente sur Mars? Admettons qu'au début de son histoire, Mars ait été habité par une forme de vie biologique. Quand la planète s'est desséchée, que les étendues d'eau ont rétréci et qu'elles se sont infiltrées sous terre, les formes de vie ont-elles pu évoluer suffisamment vite pour suivre l'eau? Si une personne pouvait atterrir à la surface de Mars, elle verrait un terrain comme celui-ci. Aucune trace de vie apparente et des signes indiquant que l'eau présente autrefois a disparu. Phoenix atterrira sur une surface couverte de craquelures à cause de la glace présente sous la surface. Phoenix va creuser le sol près de la zone d'atterrissage et fouiller la terre et la glace à la recherche de matière organique qui pourraient être les restes d'une vie passée. Nous y trouverons peut-être une forme de vie différente, une vie représentant une seconde genèse. Nous avons peut-être ici, dans notre propre système solaire, 2 exemples de vie. J'ai hâte que ce jour arrive, et il viendra peut-être en explorant la planète Mars. Si des matières organiques sont cachées sous la surface martienne, Phoenix saura les débusquer grâce à un instrument d'analyse des sols baptisé TIGA. Heather Enos est le chef de projet de cette machine capitale. Le TIGA est un analyseur de gaz. C'est une machine très complexe qui m'a donné des cheveux blancs. Vous ne pouvez pas les voir, mais ils sont bien là. Il s'agit d'un petit four très puissant qui va chauffer le sol martien pour en extraire les gaz. Voici le TIGA que nous utilisons sur Terre pour nous entraîner à notre mission sur la surface martienne. C'est dans cette partie de l'instrument que les échantillons de sol seront versés. On les chauffe à différentes températures pour extraire les gaz. C'est un peu comme lorsqu'on fait bouillir de l'eau. Quand les bulles apparaissent et que les gaz s'échappent, ça permet de savoir ce que contient l'eau ou la terre. Si des molécules de carbone existent dans la glace souterraine de Mars, le TIGA détectera leur signature organique dans les gaz. Ces derniers pourraient apporter la preuve irréfutable de la vie sur Mars. Les organismes vivants subissent un processus de décomposition qui laisse derrière lui des carbonates. Si l'on trouve des carbonates dans le sol, ça voudra dire que des organismes vivants étaient bien présents.
Le TIGA est testé sans relâche. L'équipe ne peut se permettre le moindre raté. Notre four est actuellement à 440 degrés. On va continuer la chauffe jusqu'à 1000 degrés. Une légère variation dans l'affichage numérique pourrait révéler l'indice qu'ils recherchent. Si des molécules organiques sont bien présentes, ils ne veulent pas les manquer. Heather a raté l'occasion de faire cette découverte en 1999. Malheureusement, j'ai déjà connu la perte d'une mission. Je faisais partie de l'équipe TIGA 1 pour le Mars Polar Lander. La sonde Phoenix est équipée du TIGA 2. C'est une seconde chance pour Heather. Après l'échec du Mars Polar Lander, ma première réaction a été « plus jamais ». Mais d'un autre côté, quand on est passionné par l'exploration spatiale, il faut savoir rebondir sur ces échecs. Tout se résume à 7 longues minutes de terreur. Il faudra 7 minutes à la sonde Phoenix pour passer de 20 900 km/h à un atterrissage en douceur sur Mars. Cette fois, les préparatifs, la conception, le timing, tout doit réussir. Cette séquence de 7 minutes est baptisée EDL. Entrée, descente, atterrissage. Elle doit être parfaite. L'entrée. Pendant 2 insoutenables minutes, Phoenix va brûler aussi fort que le Soleil en pénétrant dans l'atmosphère martienne. La descente. Un parachute va s'ouvrir et ralentir la vitesse de la sonde à 240 km/h. L'atterrissage. Les propulseurs vont s'allumer et faire atterrir Phoenix en douceur. C'est au cours de cette séquence que le Mars Polar Lander s'est écrasé. Si Peter Smith et son équipage n'en trouvent pas la cause, Phoenix pourrait bien connaître le même sort. En tant que chef de mission, je porte l'entière responsabilité sur mes épaules. On veut prouver que cette technologie vieille de 15 ans est toujours capable d'accomplir son travail. Les ingénieurs ont passé au peigne fin la séquence d'événements qui a mené à la perte du Mars Polar Lander. Ils ont dû trouver et exorciser le fantôme dans la machine. Car tout défaut non remarqué pourrait revenir les hanter. John Trilly est ingénieur en chef du Jet Propulsion Laboratory. C'est lui qui est chargé de cette recherche. Pour que la mission Phoenix réussisse, il faut affronter l'échec du Mars Polar Lander et tirer une leçon des erreurs du passé. Tous ceux qui travaillent sur la mission Phoenix ont bien compris dès le début qu'il s'agit d'un pari très risqué. Lorsque le projet Phoenix a vu le jour, je suis entré dans le bureau du directeur et j'ai dit « Ok, si on veut avoir une petite chance de réussir, on doit analyser l'approche, l'entrée, la descente et l'atterrissage comme personne ne l'a encore jamais fait. Sans quoi, cette mission sera un nouvel échec. » Il y a de quoi s'inquiéter. Le projet Phoenix coûte 320 millions d'euros. Ça semble beaucoup, mais ce n'est rien comparé aux milliards déboursés pour la plupart des missions vers Mars. Pour voler avec un budget aussi serré, l'équipe Phoenix doit recycler un vieil engin mis au placard et conçu sur les mêmes plans que le Mars Polar Lander qui s'est écrasé. C'est comme dire « Je veux construire une voiture, mais je n'ai pas les moyens d'en faire une neuve, alors je vais d'abord aller à la casse pour voir si je peux trouver de quoi en construire une. » Le Phoenix va renaître non pas de ses cendres, mais d'un tas de vieilles pièces détachées et de matériel abandonné. Pour faire voler une mission comme celle-ci, la clé est de bien comprendre ce qu'on a. On a donc rédigé une liste exhaustive de tout ce qui pouvait dérailler, et puis on a résolu tous ces points un par un. Les ingénieurs savent que pour le Mars Polar Lander, tout s'est joué lors de la séquence EDL. Ils examinent donc les coupables potentiels, le radar, le parachute et les propulseurs. L'enquête débute par le suspect principal du crash de 1999, le radar. Lors de la descente, le radar indique la position de Mars. Les problèmes viennent principalement du fait que ce radar a été conçu pour fonctionner dans des avions. Prélevé sur un avion de chasse F-16, le radar du Phoenix n'est pas conçu pour guider un atterrissage sur une autre planète. Les conditions martiennes sont très différentes de celles de la Terre et pourraient causer des indications erronées.
Pour adapter le radar à un atterrissage sur Mars, les ingénieurs doivent d'abord comprendre ses défauts. À la base de l'armée de l'air Edwards en Californie, le radar est attaché à un hélicoptère, puis largué de plusieurs centaines de mètres de hauteur. C'est la simulation la plus proche possible d'un environnement martien. Mais les tests révèlent quelques bizarreries. Parfois, il se focalise sur ce qu'il ne faut pas. Ce radar provient d'un radar d'avion qui n'a pas pour habitude de devoir faire la distinction entre plusieurs objets. Alors, quand le bouclier thermique se déclenche, il arrive que le radar le détecte. Ce qui l'embrouille. Et paf, la sonde s'écrase au sol. Envoyer le radar sur Mars en l'état est hors de question. S'il ne fait pas exactement ce qu'on lui demande, mais qu'on sait ce qu'il va faire, on peut toujours en tenir compte et trouver un moyen de le contourner. La solution consiste à installer un programme informatique qui distingue le sol martien des faux échos pendant la descente de la sonde. On a testé ce radar sans relâche, au point d'en connaître les moindres particularités. Mais son comportement si particulier m'empêche de dormir la nuit. Les ingénieurs de la mission Phoenix ne sauront peut-être jamais ce qui est arrivé au Mars Polar Lander pendant ces derniers instants. Ils testent donc le système d'atterrissage sans relâche pour être certains que la sonde atterrira sans encombre. Mais l'imprévisible reste toujours possible. Mars est une autre planète. On ne la connaît pas aussi bien qu'on le voudrait. Le risque zéro n'existe pas. Chris Lewicki a affronté cet inconnu. Cet ingénieur responsable des systèmes de pilotage doit aider à guider la sonde Phoenix pendant les 7 minutes précédant son atterrissage sur Mars. Phoenix doit réussir son atterrissage du premier coup. Et la réussite dépend du parachute. Après l'entrée, il faut ralentir la sonde en déployant un parachute. En à peu près 15 secondes, Phoenix passera de 1450 km/h à 240 km/h. Le parachute doit être déployé pile au bon moment. Et c'est le radar qui va nous aider à déterminer cet instant crucial. C'est un peu comme l'altimètre d'un parachutiste. Il faut choisir le bon moment pour tirer sur la poignée. Le radar doit détecter la bonne altitude par rapport à la surface martienne et indiquer à la sonde quand déployer son parachute. Beaucoup de choses peuvent dérailler. Après tout, le parachute n'est fait que de tissu et de cordes comme sur Terre. Comme pour le radar, les ingénieurs sont incapables de prévoir le comportement exact du parachute dans l'atmosphère martienne. Les tests sur Terre ne se déroulent pas exactement comme la mission réelle sur Mars. Mais ils nous éclairent pas mal sur ce que donnera le parachute en conditions réelles. Les résultats des tests ne sont pas très prometteurs. Cet atterrisseur n'a pas pu soutenir la force que le parachute lui a soumise. La secousse qu'il produit en se déployant peut suffire à le déchirer. L'expérience du Mars Polar Lander aurait pu se reproduire. Pour éviter une nouvelle catastrophe, les ingénieurs ont mis au point une solution étonnamment simple. Finalement, nous avons décidé de réduire légèrement la taille du parachute pour qu'il tire un tout petit peu moins. Au fur et à mesure que les problèmes sont résolus, d'autres émergent. Phoenix doit atterrir à l'aide de propulseurs à impulsion désuets. À plusieurs dizaines de mètres d'altitude, les 12 propulseurs devront ralentir d'environ 160 km/h à une vitesse suffisamment lente pour pouvoir descendre doucement et poser la sonde. Plus facile à dire qu'à faire. Et ce n'est pas tout. Les propulseurs à impulsion n'ont jamais participé à un atterrissage sur Mars réussi. Le Mars Polar Lander utilisait cette technologie, et ça faisait partie de nos nombreuses inquiétudes. En 1976, l'atterrisseur Viking s'est posé sur Mars à l'aide de propulseurs à poussée modulables qui emploient un flot de carburant constant. Ces propulseurs à poussée ont réussi là où les propulseurs à impulsion ont toujours échoué. C'est un peu comme si vous ouvriez et fermiez votre robinet très très vite. Vous croyez qu'on aurait mis des moteurs à l'hydrazine pour atterrir sur Mars si on n'avait pas été limité par des restrictions budgétaires? Bien sûr que non. On a pris ce qui nous restait et on l'a testé encore et encore. On a fait des tests de combustion vive sur Phoenix, ce qui n'avait pas été fait sur le Mars Polar Lander. On pense avoir fait tous les tests nécessaires. Ça devrait marcher.
La sonde Phoenix pourra-t-elle relever le défi de l'entrée, la descente et l'atterrissage? L'engin est si complexe et la mission si périlleuse qu'on sait qu'il y aura forcément des erreurs. Mais on espère avoir repéré les plus gênantes et que les petites n'auront pas d'importance. J'ai regardé mon équipe aborder les problèmes les uns après les autres. Il se peut qu'on échoue et que Phoenix ne remplisse pas sa mission. Mais cette équipe mérite de réussir. Les ingénieurs sont dans une situation critique. Pour que la sonde ait une chance d'atterrir intacte, ils ont résolu les problèmes posés par une technologie surannée. À présent, c'est le temps qui leur fait défaut, car la date du lancement approche. Le nouveau défi consiste à arrimer la sonde sur la fusée et à la lancer dans les temps. Les préparatifs d'un lancement sont toujours une course contre nous-mêmes et contre la montre. Les dates de lancement sont décisives pour atteindre la planète rouge. Les orbites de la Terre et de Mars ne sont alignées qu'une fois tous les 2 ans. Si on rate la date de lancement, la mission est fichue car les occasions sont peu nombreuses et espacées dans le temps. Heather Enos et son équipe ressentent plus particulièrement la pression. On procédait au dernier test et le TIGA ne voulait tout simplement pas coopérer. Ça nous a fait prendre pas mal de retard. Toute la mission scientifique repose sur cet instrument conçu pour détecter l'eau et les signes de vie. Phoenix ne peut pas partir sans lui. C'était très stressant. L'équipe travaillait 7 jours sur 7, 17 heures par jour. On a réussi, mais on était la toute dernière charge utile à embarquer. Sous surveillance militaire stricte, un avion Globemaster de l'armée transporte la sonde achevée depuis le site de la société Lockheed Martin dans le Colorado, jusqu'à la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. Elle arrive juste à temps pour le lancement. Phoenix est arrimée à la fusée Delta II et préparée au décollage. La NASA donne le dernier feu vert juste avant l'aube, le 4 août 2007. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Allumage des moteurs. 2, 1, 0. Et décollage de la fusée Delta II et de Phoenix. Lointain avant-poste scientifique à la recherche d'indices sur l'évolution de la région polaire de Mars. J'étais très émue lors du lancement de Phoenix. Je me suis même mise à pleurer pendant le décollage. Quand j'ai vu la fusée dans le ciel, je me suis dit « Ça y est, on est enfin en route ». Et j'ai ressenti un grand soulagement. J'étais très émue. Elle a décollé tôt le matin. Le soleil n'était pas encore levé. Les lancements de nuit illuminent le ciel comme un lever de soleil. Faire décoller notre sonde sans encombre et la voir partir pour Mars était très émouvant. Quand on voit la fusée décoller en direction de Mars, on se dit « Pourvu que je n'ai rien oublié. J'espère que j'ai bien serré les boulons et que je n'ai pas oublié tel ou tel programme informatique. » Les ingénieurs ont fait tout leur possible pour que Phoenix arrive sans encombre sur Mars. Pendant le voyage dans l'espace qui va durer 10 mois, l'équipe scientifique se prépare au véritable travail de la mission Phoenix, la quête de la vie sur la planète rouge. Les enjeux de cette mission sont très élevés. S'il existe des zones habitables, les chances de découvrir si elles comportent de la vie reposent sur cette unique chance d'explorer la région polaire. Si la mission Phoenix parvient à détecter une quelconque signature organique, elle ouvrira sans nul doute l'un des débats les plus controversés des décennies à venir. Jusqu'ici, l'attention de tous était tournée vers l'atterrissage sur Mars. Mais dès que la sonde aura touché la surface, de nouveaux défis techniques devront être relevés. Piloter un bras robotisé complexe à des dizaines de millions de kilomètres de distance est une tâche incroyablement ardue. Sur Terre, quand on parle robotique, il s'agit de diriger un robot à l'aide d'un joystick grâce à des caméras. Mais sur Mars, ça ne marche pas du tout comme ça. Car lorsqu'on envoie une commande au robot, elle met entre 15 minutes et 1 heure pour arriver. Toutes les commandes envoyées à 80 millions de kilomètres de distance doivent être minutieusement préparées. Comment la sonde répondra-t-elle aux instructions reçues de la Terre?
Pour couper court aux conjectures, l'équipe a bâti une réplique exacte de Phoenix. Toutes les commandes sont d'abord testées ici, à l'Université d'Arizona. Cette sécurité a pour but d'éviter les catastrophes sur Mars. Cet engin spatial est un courageux aventurier. Il fait ce dont je rêvais quand j'étais petit, c'est-à-dire aller sur Mars. Pour que nos équipes scientifiques puissent confortablement piloter la sonde, qui est en ce moment même en route vers la planète, toutes les procédures doivent d'abord être effectuées sur un banc d'essai. Tout ce qui sera fait sur Mars est d'abord fait ici. Cette sonde possède les mêmes sens qu'un être humain. Elle sera nos yeux, nos oreilles, notre nez et ainsi de suite sur Mars. Nous avons ici un bras robotisé qui peut attraper des objets et palper le sol. Il est filmé par cette caméra qui nous sert d'yeux. Ça ne ressemble pas à un humain, mais ça agit comme un humain. Cet instrument, le TIGA, est une sorte de nez électronique. Il arrive qu'on écrase les feuilles d'une plante pour mieux en sentir l'odeur. Le TIGA chauffe les échantillons pour en sentir les vapeurs qui s'échappent. Ici, nous avons une station météo qui sert à analyser l'environnement. Nous pouvons donc sentir et percevoir l'environnement martien comme un humain le ferait. Nous ne pouvons pas y aller nous-mêmes, mais nous pouvons y envoyer ce robot qui va nous dire à quoi ça ressemble exactement. Mais tout ceci restera théorique, jusqu'à ce que Phoenix affronte la réalité sur Mars. Si on atterrit sans encombre, mais qu'on n'arrive pas à piloter le bras pour qu'il prélève des échantillons, le monde entier se paiera notre tête. Jour de l'atterrissage. Après 10 mois de voyage, Phoenix n'est plus qu'à quelques heures de sa rencontre avec Mars. Je suis totalement terrifiée. À Tucson, Heather Enos se rend à l'Université d'Arizona. Elle a déjà vécu ce jour. Je faisais partie de la mission Mars Polar Lander en 1999. J'écoutais la retransmission en direct à l'Université d'Arizona. J'attendais l'annonce de l'atterrissage, mais elle n'est jamais arrivée. C'était l'une des pires journées de ma vie et je n'ai pas envie de la revivre. Heather, comme de nombreux membres de l'équipe Phoenix, regardera l'atterrissage depuis le centre d'opération scientifique de l'université. Je suis passée par toutes les émotions aujourd'hui. J'ai peur. Chris Lewicki se rend à Denver, dans le Colorado. Il regardera l'atterrissage avec son équipe chez Lockheed Martin, là où la sonde Phoenix a été bâtie. Rien n'est comparable à l'entrée, la descente et l'atterrissage. On est angoissé et inquiet. On a même l'impression qu'on va mourir pendant la séquence. C'est très éprouvant. Notre résistance est mise à rude épreuve et on découvre si notre sonde est vraiment à la hauteur. Dans quelques heures, Phoenix atteindra l'atmosphère martienne. La tension monte. Nous avons envoyé la dernière commande à la sonde ce matin, la configuration finale pour l'EDL. À elle de jouer maintenant. Phoenix va devoir affronter son destin seul. Gentry Lee, l'ingénieur en chef, est à 1600 km de là, au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, à Pasadena, en Californie. Il observera de là. Imaginez travailler pendant 4 ans sur cette mission. Aujourd'hui, dans 3 heures, on saura enfin si on a fait les choses correctement. On y est presque. On y est presque, quoi qu'il arrive. Il n'y a plus qu'à attendre et croiser les doigts. Le suspense est insoutenable. Bonne chance. Merci, Steve. Bonne chance. Tous les regards sont tournés vers Peter Smith, le responsable de mission. On attend ce moment depuis tellement longtemps. J'ai l'impression que mon cœur est à bord de la sonde. J'ai hâte que ça commence. Dans quelques minutes, Peter va entrer dans le contrôle de mission de la NASA à Pasadena. À la sortie, on sera sur Mars.
C'est parti. Il se prépare mentalement pour l'instant de vérité. On va voir ce que nous réserve le destin. Bonjour, ça va? Toutes les équipes de Denver et Tucson regardent par satellite les données envoyées depuis Mars. On est très proche de l'entrée. Entrée atmosphérique à mon signal. 5, 4, 3, 2, 1. Les 7 minutes de terreur. Nous sommes entrés dans l'atmosphère et commençons la décélération. L'atmosphère est de plus en plus épaisse et le bouclier thermique de plus en plus chaud. En gros, il est en feu. Ensuite, le parachute. Normalement, Phoenix devrait avoir déployé son parachute. On attend. Réception de la télémétrie. Parachute détecté. Le parachute est déployé. Super! Magnifique. La suite? Données verrouillées. Déclic du bouclier thermique détecté. Vitesse de descente, 90 mètres par seconde. C'est fascinant. Radar fiable. Convergence en altitude détectée. Altitude 1800 mètres, 1700 mètres, 1600 mètres. Séparation imminente, altitude 1100 mètres. Possible perte de signal pendant la séparation de l'atterrisseur. Altitude 1000 mètres. Séparation détectée. Nous avons retrouvé le signal, trajectoire à incidence nulle. Altitude 600 mètres, 500 mètres, 400 mètres, 250 mètres, 150 mètres, 100 mètres, 80 mètres, 50 mètres, altitude 40 mètres, 30 mètres, 27 mètres, 20 mètres, 15 mètres, atterrissage imminent. Signal de l'atterrissage détecté. Je suis ravie, c'est un grand moment. C'est parfait. Parfait. J'ai l'impression d'être le roi du monde. Peter se rend à la conférence de presse pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier. C'était parfait. Tu as vu ça, Steve? Vous avez vu ça? Vous l'avez vu? Waouh! Fantastique! Quels sont vos objectifs pour Phoenix? Rapportez des photos. On veut voir Mars. La sonde Phoenix a atterri, mais tous ses systèmes sont-ils intacts? Il faut déployer les batteries solaires, le matériel et prendre les premières photos. Voilà les prochains chapitres de cette saga. Phoenix n'est pas encore sorti de l'auberge. On doit s'assurer que la sonde puisse survivre à cette première nuit et soit capable de fonctionner demain matin. La nuit va être longue. Les panneaux solaires doivent être déployés pour alimenter et chauffer le robot. Chris est responsable des batteries. Si vous observez la pièce, vous verrez que je suis le seul qui n'a pas encore l'air soulagé. La liste des choses à faire est encore longue. Il faut déployer les batteries solaires pour qu'elles ne meurent pas dès la première nuit. L'équipe attend impatiemment la prochaine transmission de la sonde. Dans 7 minutes, on devrait recevoir la première transmission depuis la surface martienne. Tous se préparent au pire. Chris a élaboré un protocole d'urgence, au cas où tout se passerait très mal. Mais si la sonde est alimentée, ses instruments devraient fonctionner et commencer à envoyer des photos.
C'est formidable, les images montrent que les batteries solaires sont déployées. La mission tient toujours. Oh, c'est incroyable. Tout se passe à merveille. Les 2 panneaux solaires sont déployés, les batteries sont chargées à bloc. C'est parfait. Tout se passe comme on le voulait. Bienvenue sur Mars. Quant au protocole d'urgence, Comme le montrent ces images, cette procédure n'est plus nécessaire. On va la déchirer, ou même en faire un feu de joie sur le parking. Vas-y de toutes tes forces, ça fait du bien. C'est génial. Oui, continue. PI 1216, en voilà une bonne. Ah ouais. Ça fait un bien fou. Brûle-les. Félicitations. Félicitations. la sonde Phoenix a survécu à son atterrissage et rejoint la liste des engins spatiaux qui explorent la planète rouge. Le Mars Reconnaissance Orbiteur survole la zone et prend cette photo historique de l'atterrissage de Phoenix sur Mars. À la surface, la caméra de Phoenix fournit les images de ce triomphe et filme pour la toute première fois depuis la surface l'Arctique martien. Tandis que le monde admire les photos de Mars, Peter rentre chez lui, à l'Université d'Arizona. Rien ne peut surpasser ce moment. Après 6 ans de dur labeur sur ce projet, notre mission est enfin accomplie. Je peux retourner au centre des opérations et donner symboliquement les clés de la sonde à notre équipe scientifique pour qu'elle puisse débuter sa mission. Si on parvient à trouver des matières organiques d'origine martienne, ça changera tout. Vous verrez. Car c'est un bon martien, car c'est un bon martien, car c'est un bon martien. Buvons à sa santé. Bonjour tout le monde. C'est génial, j'ai l'impression de flotter dans les airs. Nos rêves scientifiques les plus fous se sont concrétisés. Nous avons posé un vaisseau spatial équipé d'un laboratoire scientifique sur Mars. Et maintenant, nous passons le relais à l'équipe scientifique. L'équipe scientifique doit agir vite. Dans 19 jours martiens, le pôle Nord ne sera plus éclairé par le Soleil et la sonde Phoenix sera livrée à elle-même dans le froid arctique. Vous voyez quoi dans cette trace ? Peter Smith et son équipe ont surmonté tous les obstacles. Phoenix s'apprête à faire des découvertes qui pourraient totalement bouleverser notre vision de la vie.